Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au paludisme. Mais attention, pas juste comme une maladie sortie d'un livre de médecine. Non, on va le voir comme une véritable histoire d'invasion. Une bataille qui se joue à une échelle totalement invisible, à l'intérieur même du corps humain. Tout part de là, de cette question, en apparence toute simple. Une piqûre de moustique, un événement banal, presque anodin, et pourtant ça peut être le point de départ d'une cascade d'événements biologiques incroyablement complexes et surtout dangereuses. Allez, suivons ensemble le parcours de cet intrus. Alors pour commencer, mettons les choses au clair. Officiellement, voilà la définition du paludisme. C'est une maladie dite fébrile, donc qui donne de la fièvre et qui est causée par un parasite. Ce parasite, c'est un protozoaire, un organisme avec une seule cellule qui a besoin d'un véhicule pour se déplacer, et ce véhicule, c'est le moustique. Pour bien comprendre comment fonctionne cette invasion, il faut d'abord faire connaissance avec les personnages principaux de cette histoire. Il y en a deux, et ils ont des rôles bien définis. D'un côté, on a le vecteur, le moustique anophèle. Et attention, c'est seulement la femelle qui pique et qui transmet la maladie. Elle, c'est le taxi. De l'autre côté, on a l'envahisseur, le passager, le parasite Plasmodium. C'est lui le vrai coupable. Et un point absolument crucial à retenir, c'est que l'homme est le seul réservoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans nous pour les bergers, le cycle de vie du parasite s'arrête net. Une fois qu'il a réussi à rentrer dans le corps humain, le parasite ne perd pas une seconde. Il lance un cycle de vie d'une efficacité redoutable. C'est une vraie stratégie d'invasion qui se déroule en plusieurs phases bien orchestrées. Bon, alors comment ça se passe? Première étape, la piqûre, évidemment. Le parasite est injecté directement dans le sang. Deuxième étape, il ne reste pas là. Il file direct vers le foie. C'est sa base arrière. Il va s'y cacher pour grandir et se multiplier en toute discrétion. Et enfin, troisième étape, c'est l'assaut. Des milliers de nouveaux parasites sont relâchés d'un coup dans le sang, et là, leur seule cible, ce sont nos globules rouges. Et ce qui est fou, c'est que pendant toute cette phase de préparation dans le foie, il ne se passe rien. Absolument rien. C'est la période d'incubation qui peut durer de 6 à 20 jours. La personne infectée se sent parfaitement bien, alors qu'à l'intérieur, une véritable armée de parasites est en train de se former. Et puis, l'attaque est lancée. Quand les parasites font littéralement exploser les globules rouges pour se propager, le corps réagit. Et il réagit violemment. C'est ce qui déclenche le symptôme le plus connu du paludisme, la fameuse fièvre. Mais ce n'est pas n'importe quelle fièvre. C'est un cycle, une sorte de pièce de théâtre en 3 actes. D'abord, le froid. Des frissons terribles, impossibles à contrôler. Ensuite, la chaleur. La température monte en flash jusqu'à 40 degrés. C'est une véritable fournaise. Et enfin, la sudation. La fièvre chute brutalement, mais la personne se retrouve trempée de sueur, complètement vidée de son énergie. Et ce cycle, il a un rythme très particulier. Pour la plupart des parasites, la crise de fièvre, ou l'accès, revient tous les 2 jours. Le jour 1, on est très malade, le jour 2, ça va mieux, et le jour 3, bim, ça recommence. Sauf pour une des espèces, le Plasmodium malariae, qui lui, suit un rythme d'une crise tous les 3 jours. Bien sûr, la fièvre n'est pas le seul symptôme. Le paludisme s'attaque un peu à tout l'organisme. On retrouve souvent des problèmes digestifs, comme des diarrhées ou des vomissements, des douleurs au ventre. Et quand un médecin examine le patient, il peut sentir que le foie est plus gros que la normale, et parfois voir un léger jaunissement de la peau et des yeux. Malheureusement, parfois la situation dégénère. L'infection prend le dessus, la bataille s'intensifie, et le paludisme peut alors se transformer en quelque chose de bien plus grave. On parle de complications qui peuvent être mortelles. La complication la plus grave, la plus redoutée de toutes, c'est le neuropaludisme. On l'appelle aussi accès pernicieux. Là, on n'est plus dans un simple accès de fièvre, on est dans une urgence vitale absolue. Le neuropaludisme, c'est la forme la plus agressive. Et elle est causée par un type de parasite bien précis, le falciparum. La fièvre est très élevée, mais surtout, le parasite attaque le cerveau. Ça provoque des troubles neurologiques graves, confusion, convulsions, et ça peut aller jusqu'au coma. Si aucun traitement n'est administré, c'est la mort quasi certaine en 2 ou 3 jours. C'est foudroyant. Et regardez bien ce chiffre, il fait froid dans le dos. Il nous dit que même quand la personne est prise en charge, même avec les meilleurs soins possibles, le taux de mortalité reste énorme, allant de 1 à 30%. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on perd une personne sur 100 et dans le pire, presque 1 sur 3. C'est dire la gravité de la chose. L'autre complication est moins spectaculaire, plus discrète, mais tout aussi destructrice sur le long terme. C'est le paludisme chronique. Ça arrive quand une infection a été mal soignée. En fait, dans ce cas, le parasite n'est jamais vraiment éliminé du corps. Il reste là, à bas bruit, provoquant une petite fièvre constante, une anémie très importante et une fatigue permanente. Le foie et la rate restent gonflés. Et chez les enfants, les conséquences sont terribles, avec de gros retards de croissance et de développement.
Bon, face à cette invasion, on ne reste pas les bras croisés, heureusement. Voyons maintenant comment l'humanité riposte. Quel est notre arsenal pour diagnostiquer, traiter et surtout prévenir le paludisme? Pour être sûr à 100% qu'il s'agit du paludisme, il n'y a qu'une seule méthode. Il faut voir le parasite. On prend donc une goutte de sang, on l'étale sur une petite lame de verre et on la regarde au microscope. C'est la seule façon de poser un diagnostic de certitude. Il faut prendre le coupable en flagrant délit. Pour le traitement, tout dépend du type de parasite et de la gravité de la maladie. Pour les cas simples, sans complications, des médicaments en comprimé comme la chloroquine fonctionnent bien. Mais dès que ça devient grave, ou si la personne vomit et ne peut pas avaler de cachet, on passe à la vitesse supérieure, la quinine, administrée directement en perfusion. Et s'il y a un risque que le parasite soit résistant, on combine plusieurs médicaments. La prévention est aussi essentielle, surtout pour les voyageurs. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Et là encore, la stratégie s'adapte à la destination. Pour une zone à faible risque, un médicament comme la nivaquine peut suffire. Mais pour les zones à haut risque, où les parasites sont devenus résistants aux anciens traitements, il faut sortir l'artillerie lourde, avec des médicaments beaucoup plus puissants. À grande échelle, la lutte contre le paludisme repose sur 3 grands piliers. Le premier, traiter toutes les personnes malades pour assécher le réservoir humain du parasite. Le deuxième, s'attaquer au moustique, le transporteur, en détruisant ses lieux de reproduction. Et le troisième, protéger les personnes saines avec des médicaments préventifs. Cette phrase résume parfaitement la situation. Le combat est double. Il y a la guerre à l'intérieur du corps, avec les médicaments, et la guerre à l'extérieur, dans l'environnement, contre le moustique. On ne peut absolument pas gagner si on néglige l'un de ces deux fronts. Et tout ça, ça nous amène à une question capitale pour le futur. D'un côté, le parasite continue d'évoluer. Il développe de nouvelles résistances à nos médicaments. De l'autre, le climat qui se réchauffe permet aux moustiques de s'installer dans des régions où ils ne pouvaient pas vivre avant. Alors, face à cette double menace qui s'étend, comment est-ce que notre contre-attaque doit s'adapter? Nos stratégies actuelles seront-elles suffisantes? C'est tout le défi qui nous attend.